Bonjour et bienvenue dans ce 17e journal de la mobilité tech. Comme vous l'entendez, je suis malade. Donc je suis désolé pour ma voix, mais bon, ma foi, on fera avec, hein. Heureusement que j'avais déjà écrit une bonne partie du journal en début de semaine, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de vidéo. Et ça m'aurait vraiment embêté, parce que je ne veux pas vous priver de votre vidéo hebdomadaire. Allez, c'est parti, on y va. Durant les dernières semaines, énormément de choses évoluent à grande vitesse, aussi bien dans le bon que dans le mauvais sens. Alors que le temps des pionniers arrive à son terme, l'ère dans laquelle nous entrons verra de nouvelles fortunes naître, mais aussi des chutes retentissantes. L'actualité du jour illustre bien cette image en demi-teinte dans le grand chaudron du progrès. Avant de débuter ce journal, je vous annonce qu'un nouveau t-shirt arrive dans la boutique Spreadshirt du Choucroute Garage. Enfin, pas seulement chez Spreadshirt, mais dans les deux boutiques pour ceux qui préfèrent Spring et pour ceux qui préfèrent Spreadshirt. Si au début de la chaîne, il n'y avait guère d'autres autos que les Tesla pour mériter le slogan « Tu l'essayes, t'es foutu », force est de constater que ce n'est plus le cas aujourd'hui tant la concurrence s'étoffe. J'ai donc décidé d'ouvrir ce visuel à tous les véhicules électriques en lui offrant une nouvelle image. Il sera disponible très bientôt dans les boutiques. Soutenir le Choucroute Garage et porter ses couleurs, c'est aussi aider une information sans langue de bois et sans conflit d'intérêts, ce qui est important. Merci d'avance. Passons maintenant au journal. Pour ce premier sujet, c'est avec tristesse que j'ai appris la fin de l'aventure Energica en Italie, du moins jusqu'à nouvel ordre. C'est le 16 octobre dernier que le conseil d'administration du constructeur de moto Energica annonçait la mise en liquidation de l'entreprise. Interprété comme la fin du constructeur, il faut pourtant nuancer cette affirmation. Premièrement, Energica était une entreprise saine, en plein développement lorsque les actionnaires de l'époque ont décidé de donner un coup de boost à leur activité. Ils ont donc intégré le pool de mobilité électrique de l'entreprise américano-chinoise iDynamics. Essentiellement basé sur l'aide à l'investissement des constructeurs qui le composent, le groupe financier n'était déjà pas en très bonne forme en 2023, alors qu'Energica s'y est lié. Mais ce n'était pas encore visible. 2024 a fait de gros dégâts chez iDynamics, dont la crédibilité s'est effondrée sur le marché boursier. Ainsi, le constructeur de motos italienne n'a reçu qu'une toute petite partie des investissements promis, laissant l'entreprise face à un gros problème. Engagée dans une croissance rapide, qu'elle pensait soutenue par des apports financiers, Energica brûlait du cash pour installer les nouvelles capacités de production pour son modèle à succès, l'Xperia. Alors que l'extension de l'usine dans la banlieue de Modène prenait du retard et que l'unité d'assemblage américaine en faisait de même, les commandes explosaient. Energica n'était pas alors en capacité de produire autant de machines, et surtout pas au bon coût. Et donc, les coûts de production trop élevés ont grévé la rentabilité de l'entreprise. Faute d'avoir les moyens de production adéquats et avec la défaillance de son principal investisseur à couvrir les pertes le temps d'atteindre une production de croisière rentable, ont donc conduit Energica à jeter l'éponge. Attention toutefois, la procédure de liquidation italienne n'est pas totalement identique à celle qu'on trouve dans d'autres pays, en l'occurrence en France, même si elle peut déboucher sur un démantèlement de l'entreprise. Si l'activité d'Energica s'arrête au moins temporairement, c'est pour faire le point et trouver de nouveaux investisseurs. Tout n'est donc pas perdu pour Energica et on espère qu'à l'instar de son confrère italien Benelli passé sous le contrôle de Geely, la marque trouvera un repreneur pour continuer l'aventure. On en saura plus rapidement, je pense. Dans le second sujet de ce journal, c'est encore d'une mise en liquidation dont nous allons parler, mais bien plus polémique celle-ci. En effet, EVBox, filiale d'Engie, a annoncé le 10 octobre dernier fermer ses portes après une aventure de 14 ans, émaillée de plusieurs zones d'ombre. Décryptage. EVBox, c'est un fabricant de bornes de recharge que beaucoup d'entre nous connaissent plutôt bien. Fondée aux Pays-Bas, l'entreprise a volé de ses propres ailes pendant plusieurs années et noué nombre de partenariats qui ont permis une implantation de ces bornes chez les concessionnaires Kia par exemple. En 2017, c'est le fournisseur d'énergie Engie qui rachète l'entreprise afin de développer son offre en matière de recharge automobile. L'année suivante, c'est l'entreprise bordelaise EVtronic, produisant des bornes de charge rapide, qui est rachetée et intégrée à EVBox. Cette dernière marque n'est pas non plus une inconnue dans le monde de la mobilité électrique en France, et force est de reconnaître qu'elle n'a pas très bonne presse. Ce sont en effet les pannes à répétition des bornes EVtronic qui ont condamné le réseau Corridor opéré par Easivia.
Alors qu'Izivia, filiale d'EDF, fermait soudainement 90% de son réseau pour des raisons supposées de sécurité liées à ses bornes, EVBox, filiale d'Engie, qui était d'ailleurs auparavant GDF Suez, donc une société sœur d'EDF à l'origine, attaquait les conditions d'utilisation et de maintenance de son matériel. Depuis, les choses n'ont cessé de se dégrader et les fabricants proposant des bornes performantes et fiables se sont multipliés. Alpitronic et ABB trustent les nouvelles installations avec entre autres les réseaux Ionity, Total Energy ou Electra. De plus, le fiasco de Corridor a durci les conditions d'obtention des subventions à l'installation des bornes rapides en Europe. Les gabegies financières et la manne monétaire qu'ont connu Ivitronic et Izivia en leur temps ne sont plus d'actualité. C'est ainsi qu'Engie a décidé de se couper un bras avant de perdre trop d'argent, ce qui a conduit à la fermeture d'EVBox, laissant ses employés sur le carreau. Il reste pourtant un espoir pour une partie du personnel qui pourrait être reprise par la financière de Pessac. Ce serait en tout 134 emplois en France qui seraient sauvés pour pérenniser l'entretien des bornes déjà installées et potentiellement 100 emplois supplémentaires aux Pays-Bas pour réaliser les mêmes missions hors de France. On le voit, l'écrémage des meilleurs acteurs a commencé et seuls les plus performants et prévoyants survivront à moyen terme. Et c'est valable aussi pour les constructeurs automobiles. Si Carlos Tavares n'a pas bonne presse en Italie, ses récentes annonces concernant 3 des constructeurs historiques rachetés avec le groupe Fiat ne vont pas améliorer les choses. Non content de dépouiller les entreprises de leur histoire et de leur spécificité, Stellantis menace de faire tomber le couperet, faute d'avoir fait les bons choix. Maserati, Lancia et Alfa Romeo sont des marques italiennes mythiques qui, depuis plusieurs années, sont dans une mauvaise passe. Si Lancia avait quasiment disparu chez nous, Alfa Romeo et Maserati s'en sortaient plutôt pas si mal que cela avant le rachat par Stellantis. Maserati en particulier était sous la tutelle de Ferrari qui lui fournissait mécanique et assistance technique. La marque était même bien remontée dans l'estime des passionnés grâce à l'aura de la marque du Commendatore. Au rachat par Stellantis, cette connexion a été coupée puisque Ferrari ne faisait pas partie du panier de la mariée du groupe FCA. Or, bénéficier des mécaniques Ferrari était un gage d'exclusivité et l'utilisation de plateformes ordinaires recarrossées comme aime le faire le groupe de M. Tavares ne passe pas chez les clients. Il en est de même d'ailleurs pour Alfa Romeo dont la Junior ne doit rien à l'Italie à part son image. Voilà qui pose un problème de crédibilité et de désirabilité pour les produits haut de gamme italiens du groupe. Mais pas que. On retrouve les mêmes soucis aujourd'hui chez Citroën, totalement dépouillé de son originalité technique pour se retrouver relégué en position de marque low cost chargée de concurrencer Dacia. Et la situation est identique aux États-Unis pour la marque Jeep qui est aussi victime de cette folie du recarrossage de Stellantis. Dans une récente déclaration, M. Tavares a précisé que si les ventes ne décollaient pas, certaines marques disparaîtraient dans les 2 ou 3 ans. Voilà qui confirme les craintes que j'avais exprimées depuis 5 ans, et il y a fort à parier que l'ego du groupe Stellantis empêchera même une revente des marques. M. Tavares s'est exprimé sur le sujet face à une proposition de reprise de Maserati par Dongfeng, ancien partenaire du groupe PSA, et a déclaré que ces marques n'étaient pas à vendre. On espère toutefois qu'elles auront un autre destin que Talbot, autre marque iconique française qui a fini ses jours en vendant des Peugeot et Simca recarrossés bien peu en accord avec la renommée de la marque. À suivre assurément. On pourrait se dire que tout va mal dans le monde automobile, mais tout n'est pas si noir que cela. Dans les périodes de turbulence et d'incertitude, ce sont ceux qui ont pris la mesure du défi et fait le job qui s'en sortent le mieux. Et cela au point de rafler la mise au final. Et c'est ce qui est en train de se passer. On attendait avec impatience les chiffres de vente européennes de l'ACEA, Association des constructeurs européens, pour le mois de septembre 2024. Ce baromètre de l'industrie automobile du vieux continent permet d'avoir une image globale d'un marché en pleine transformation. Les ventes de voitures électriques ont progressé de 9,8% le mois dernier, alors que le marché global est en contraction. C'est certes bon, mais il faut préciser qu'on est toujours en dessous des résultats de 2023 qui étaient exceptionnellement bons. Ce qui est bien plus intéressant, c'est comment les constructeurs s'en sortent. En premier lieu, si les ventes de Tesla Model Y tendent à stagner en raison de son ancienneté et de l'arrivée prochaine du nouveau modèle, la Model 3 est un vrai carton en Europe. En effet, si les berlines à coffre ne font pas recette dans notre pays, elles sont très prisées presque partout ailleurs. La surprise vient du groupe Volkswagen et en particulier du Skoda Enyaq. En fait, ce n'est pas vraiment une surprise puisque le SUV de la marque tchèque est la meilleure proposition basée sur la plateforme MEB vieillissante. On notera toutefois que l'arrivée du nouveau modèle plus compact
supprime les modèles de base, et cela pourrait poser un véritable problème aux ventes du grand Skoda. BMW et les marques de Geely progressent dans un marché du haut de gamme, tandis que Mercedes et Hyundai encaissent des baisses substantielles. Renault et MG perdent aussi du terrain, mais pour le premier, c'est dû au renouvellement de la Zoé par la R5, dont la cadence de production n'est pas optimale. En fait, les premiers clients n'ont pas encore été livrés. Mais ce résultat est aussi le résultat du baisse des ventes de ces modèles thermiques et de Dacia. Pour le chinois, c'est aussi une période de transition avec une forte taxe sur ses produits électriques et un redéploiement est en cours vers les hybrides. La chute est pourtant limitée pour SAIC qui sauve les meubles niveau part de marché. Le grand perdant dans le marché actuel est, sans surprise, Stellantis. Si Peugeot tient bien sa cote de popularité, il n'en est pas de même pour les autres marques du groupe. Par rapport à l'an dernier, Opel et Vauxhall perdent 24% de leurs ventes. Citroën perd 41% malgré l'arrivée de la C3 et Fiat fait une chute vertigineuse de 43%. Pour les marques exotiques comme Ram, Jeep et Maserati, la chute est aussi cinglante avec une baisse de plus de 35% sur les 9 premiers mois de l'année. On comprend mieux les préoccupations du conseil d'administration de Stellantis face aux décisions qui ont conduit à ce désastre. Si la désinformation sur la voiture électrique a pu pendant l'été soutenir les ventes de voitures thermiques, entre autres chez Stellantis, l'offre du groupe dans ce domaine n'a pas joué en sa faveur pour ce début de dernier trimestre, avec notamment le fiasco du moteur PureTech. Il faudra surveiller cela de près avec les prochaines contraintes de bonus et taxes, puisqu'après avoir visé les voitures électriques produites en Chine, ce pourrait être celles qui utilisent le plus de composants produits hors de l'Union qui pourraient subir les foudres de l'État français. Donc les produits Stellantis qui comportent nombre de sous-ensembles chinois, comme les modules de batterie CATL entre autres. De plus, cela permettrait de viser plus directement le concurrent qui fait peur à tout le monde, Tesla. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé de l'Aptera. Mais rassurez-vous, je suis de toujours très près cette startup qui a de nombreux atouts pour réussir. Et je précise que je conserve ma précommande du véhicule parce qu'il m'intéresse très fortement. Depuis plusieurs mois, les pièces de série arrivent à l'usine de Californie d'Aptera, et les 2 exemplaires de la version de série sont en cours d'assemblage. Steve Pembroke, l'un des 2 cofondateurs, a présenté nombre d'images du modèle destinées à la mise au point de la Launch Edition, version qui sera proposée au lancement. Un temps pressenti pour fin 2024, c'est finalement 1 an plus tard que devrait commencer la fabrication industrielle de l'Aptera. Coque, carrosserie, vitrage et panneaux solaires sont prêts et finalisés, tout comme le moteur et la batterie. Une version quasi définitive du châssis a été présentée et la PI2, pour Production Intent 2, à savoir le modèle identique à celui qui sera produit en série, est désormais sur ses roues. Ce modèle est destiné aux essais sur route et aux mesures de validation de l'autonomie, mais aussi des performances. Aujourd'hui, Aptera donne des gages de l'avancée du projet alors que le dernier round de financement est en cours. Contrairement à d'autres startups qui se contentent de rendus informatiques, Aptera montre ce qui se passe en interne au moyen de photos, mais sans pour autant nous en dire plus. Il est pourtant possible d'en savoir plus, même avec les non-dits. Lors de la dernière visite de Sandy Munro à l'usine, une grande zone était fermée par de grandes bâches noires. Or, dans les précédentes présentations, cette zone était alors quasi vide et a été présentée comme la ligne d'assemblage de l'auto. Il est donc probable que sur ce plan, ça avance aussi. Sandy a probablement pu voir tout cela, étant donné qu'il est à la fois investisseur et conseiller technique de la marque. On a hâte de voir ce qui va suivre et les prochains mois devraient être bigrement intéressants. On reste dans les nouveautés attendues avec la nouvelle mouture de la Tesla Model Y, qui fait beaucoup parler en ce moment. En effet, il y a des chances qu'elle soit déjà entrée en production dans l'usine Tesla de Shanghai. C'est encore une fois par le réseau chinois Weibo qu'une rumeur de plus en plus insistante se profile. Le Model Y Juniper serait entré en production le mardi 22 octobre 2024 à la Gigafactory de Shanghai, selon un compte dont les précédentes informations se sont révélées justes. Il faut toutefois prendre cette rumeur avec des pincettes puisqu'il n'existe encore à ce jour aucune preuve concrète du fait. Pourtant, de plus en plus de voitures camouflées sont croisées, aussi bien en Chine, aux États-Unis qu'en Europe, signe qu'une flotte d'auto est en test chez le constructeur américain. De plus, ce n'est pas encore la production de masse qu'a démarré Tesla,
mais une pré-production nécessaire à plusieurs objectifs. En premier lieu, il faut à Tesla des autos destinées aux homologations des différentes versions. Cela demande quelques dizaines d'autos afin de réaliser des tests destructifs comme les crash tests. Ensuite, il faut une quantité non négligeable de voitures prêtes à être expédiées à travers le monde pour servir de modèle d'exposition ou d'essai. Or, faire un petit millier d'autos pour ce type d'usage permet aussi de tester les moyens de production et les modifications apportées au nouveau modèle. Il est logique que ce soit à Shanghai que se déroule cette première production limitée, en raison d'une bonne culture du secret dans le pays. Même si on le voit, il y a quand même des failles. Le compte chinois Weibo précise une cadence de 15 voitures par jour au départ, ce qui a du sens. Ne soyez pourtant pas impatients, le modèle Y Juniper ne sera pas dévoilé avant l'an prochain, et les dernières informations sembleraient confirmer cette timeline. Si c'est le cas, en conjonction avec les offres de fin d'année, la fin 2024 pourrait bien être le meilleur moment de tous les temps pour acquérir un modèle Y avec des offres de fin d'année à tout casser nécessaires pour battre le record de livraison annuelle de Tesla. À suivre de très près. Décidément, ces dernières semaines ont été très riches en nouvelles pour Tesla, et pas forcément des meilleures pour les passionnés d'automobile. Si l'avenir de Tesla semble radieux, il est clair que la direction suivie par Elon Musk ne fera pas plaisir à tout le monde. Comme chaque trimestre, la présentation des résultats financiers de Tesla amène son lot de questions, mais aussi de réponses, même si elles ne sont pas toujours clairement énoncées. Pour le troisième trimestre 2024, on découvre un tableau financier plus qu'encourageant, avec nombre de bonnes nouvelles. Premièrement, le Cybertruck atteint en moins d'un an de production sa rentabilité. C'est du jamais vu avec une machine dont 90% des technologies sont totalement nouvelles. Si le pick-up semble, selon certains, piétiner dans les ventes, on note que les stocks n'augmentent pas. Le camion en inox d'Austin s'offre même le luxe de dépasser en livraison le cumul de ses concurrents, Ford, Rivian et GM réunis. Un autre bon résultat est enregistré par le déploiement des produits de Tesla Energy. En plus des panneaux solaires, ce sont les mégapacks de batteries qui font le gros du boulot. Donc au niveau financier, tout va bien. Voyons maintenant ce qui nous intéresse et qui n'a pas été traité pendant la présentation elle-même, mais lors des questions-réponses. En premier lieu, Musk s'est exprimé sur un éventuel robotaxi avec volant et pédale. Il l'a qualifié de « ridicule » en des termes pas très sympathiques. Il a ajouté de façon très condescendante que, je cite, « Je crois que nous avons été clairs, que nous croyons que l'avenir sera autonome. » À la conduite autonome, s'entend. Non content d'être ferme sur des positions qui ne font pas et de loin l'unanimité au sein de ses équipes ou même de ses clients, il présente le robotaxi comme le modèle compact à 25 000 $ par une pirouette pas très honnête intellectuellement. Je cite, le robotaxi coûte 25 000 $ à produire, c'est donc techniquement une voiture à 25 000 $. Ouais. Voilà qui enterre définitivement les espoirs de beaucoup pour une compacte abordable chez Tesla. Il ne faut toutefois pas croire que la marque ne continuera pas à baisser ses coûts de production, et donc ses prix. Ainsi, selon les réponses données lors de la séance de questions-réponses, Musk annonce pour 2025 des modèles meilleur marché. Il parle d'un prix sous les 30 000 $, aide déduite. Cela place donc le curseur du prix aux États-Unis aux environs de 37 000 $ pour le tarif catalogue. L'autre donnée dont on dispose est que ces autos seront produites sur les lignes de production actuelles, soit celles des modèles 3 et Y. Or, en adoptant la finition des modèles 3 mexicaines, sans cuir, siège chauffant, ventilé ou écran arrière, il est tout à fait possible d'y arriver sans avoir recours à un nouveau modèle. Rien ne dit donc que les modèles 3 et modèles Y de base à travers le monde ne pourront adapter cette configuration pour en baisser le prix. Et que c'est ça que voulait dire Elon Musk. Enfin, je veux espérer qu'il est possible de voir un modèle Y plus petit naître dans les prochains temps, mais cette perspective est clairement très incertaine. Reste une possibilité d'économie qui, même si elle est improbable en connaissant Tesla, est tout de même possible. Nombre de clients ne désirent pas la conduite autonome et proposer les voitures avec le hardware le plus performant de manière systématique n'est peut-être pas la meilleure manière de tirer les prix vers le bas. En équipant les autos de base de la suite matérielle d'ancienne génération qui fonctionne très bien pour l'autopilote tout en étant moins cher, Tesla profiterait d'un coût de production réduit sans pour autant complexifier son après-vente puisque nombre d'autos sont déjà équipés ainsi. Et donc les pièces sont disponibles en après-vente. Enfin, cerise sur le gâteau amer, Elon Musk a encore une fois éludé la question de la mise en production du Roadster 2 qui semble être mis sur une voie de garage, encore une fois, au profit des projets autonomes de la marque.
Voilà qui n'est pas un bon signal à envoyer aux clients historiques qui ont réservé ce modèle. On reste chez Tesla pour le dernier sujet du jour consacré à la marque. Si le destin de la compacte à 25 000 $ semble plié, il n'en est pas de même pour l'arrivée du logiciel Full Self-Driving en Europe, qui pourrait bien subir aussi des retards. Le grand public ne connaît pas Mark Van Impe. Il est pourtant l'un des piliers du déploiement des systèmes de conduite autonome de par le monde. Ou plutôt, devrais-je dire, était. En effet, début octobre, il annonçait son départ de son poste de direction de la division du Global Automotive Automation and Security Policy de Tesla, pour rejoindre un poste de Global Policy Advisor chez SpaceX. En clair, il s'occupait de sécurité et de réglementation, et non pas de la technique pure. Et il ne le faisait pas que chez Tesla. Simultanément impliqué dans la création des futures normes mondiales d'aide à la conduite auprès du secrétariat des Nations Unies, il a participé à la création de la norme DCAS. Et c'est grâce à ces connexions que Van Impe a pu annoncer un retard possible de la législation du FSD en Europe. Il semblerait que ce soit la partie conduite autonome en agglomération qui serait la plus discutée, et que certaines décisions pourraient la reporter à 2028. Voilà qui ne fait pas les affaires de Tesla, et l'ancien directeur précise que cela pourrait affecter la compétitivité du constructeur sur le vieux continent. Alors que la marque rencontre des écueils similaires en Chine, comme l'avait révélé un dirigeant de Xpeng, la présentation des résultats trimestriels de cette semaine a jeté un nouveau voile sur les volontés du constructeur d'Austin. Et là, on ne parle plus du sujet législatif, mais le problème apparaît du côté technique aussi. Alors qu'Elon Musk avait martelé depuis des mois que le FSD serait fonctionnel sur le hardware 3, il a concédé lors de la séance de questions-réponses que la version non supervisée de son système ne pourrait être opérationnelle que sur le hardware 4, la plus récente suite matérielle déployée dans les voitures actuellement en production. Il précise toutefois que les clients ayant acheté le FSD se verront offrir la mise à niveau de l'ordinateur, sans en préciser la date comme d'habitude. Reste qu'à la lumière des résistances législatives et des limitations matérielles actuelles, l'orientation prise par Tesla laisse un peu perplexe. Certes, la marque réalise de grandes avancées, mais je pense qu'on est encore loin d'atteindre le niveau technologique permettant de circuler sereinement dans un véhicule dont on ne contrôle plus rien du tout. Si l'avenir est à l'autonome pour Tesla, eh bien tant mieux, mais en ce qui me concerne, je préfère avoir le choix de conduire ou de me faire conduire dans mon auto. La Renault Dauphine, tout le monde la connaît ou presque. Elle a été la première voiture de beaucoup de jeunes gens d'après-guerre et a fait une longue carrière au travers de ses évolutions, les Renault 8 et Renault 10. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a été la base de plusieurs autos électriques, dont la NA Kilowatts que je vous présente aujourd'hui. L'histoire que je vais vous conter réunit un constructeur automobile, un carrossier, un fabricant d'aspirateurs et de grands noms universitaires. Le constructeur, c'est Renault, qui, dans les années 50, veut s'implanter aux États-Unis. Pour ce faire, il commercialise une version modifiée de la Dauphine qui intéresse énormément un fervent défenseur de la voiture propre à cette époque, Victor Wauch. Pour électrifier la Dauphine, il fait appel à de grands noms de la prestigieuse Université de technologie de Californie, Caltech. C'est en la personne de son président, Lee Alvin Durbridge, que Wauch trouve un appui. Il intègre également dans son équipe Linus Carl Pauling, prix Nobel de chimie 1954. Pour le volet industriel, c'est NA Motors, déjà impliqué en automobile avec la marque Packard, qui s'y colle, tandis que la partie électrique est produite par un fabricant d'aspirateurs, Eureka Williams. Si ce dernier nom ne vous dit rien, vous connaissez peut-être son repreneur en 1974, Electrolux. Enfin, pour les batteries, c'est National Union Electric qui s'y colle avant d'être absorbé par Eureka eux aussi. C'est ainsi que naît en 1959 la NA Kilowatts. Construite à partir de châssis vendus par Renault, la voiture est assemblée chez NA, avec une partie électrique construite chez Eureka autour d'un moteur General Electric de 7,1 chevaux. Avec son architecture 36 volts et ses batteries au plomb réparties à l'avant et à l'arrière de l'auto, ce qui supprime tout coffre à la voiture, les performances ne sont pas au rendez-vous. La vitesse de pointe de moins de 60 km/h et une autonomie de 60 km ne sont pas, même pour l'époque, acceptables pour un usage normal. Wauch voulait retarder le lancement, le temps de trouver des batteries plus adaptées. Mais la production est tout de même lancée. En 1960, une version plus évoluée à 72 volts est produite, mais s'avère si chère qu'elle ne permet pas de vendre l'auto à un prix décent. L'aventure de la NA Kilowatts fit long feu après seulement 47 véhicules produits, dont seuls 8 furent vendus.
Le reste des autos connaissent des destins divers, mais l'un des exemplaires est actuellement préservé au sein du conservatoire Renault à Flins. Si la NA Kilowatts n'a pas été un succès commercial, elle aura au moins inspiré d'autres entrepreneurs. Et ce ne sont pas moins de 6 Dauphines et une Renault 10 qui verront le jour jusque dans les années 70, sans pour autant qu'aucune ne dépasse le stade du prototype. Vous pouvez régulièrement voir une NA Kilowatts sur les salons de voitures anciennes, puisque l'une d'entre elles est en possession d'un particulier français qui l'expose régulièrement. Pour le concept de la semaine, nous allons rester dans l'histoire avec une mythique voiture qui, elle aussi, tente l'électrification pour entrer dans le nouveau millénaire. Lotus est une marque sportive minimaliste qui perdure encore de nos jours. Elle a évolué avec le temps grâce à ses différents repreneurs. Si la marque de Colin Chapman a percé, c'est grâce à son premier succès mondial, la Lotus 7. Dans les années 70, alors que Lotus s'oriente vers des modèles plus élaborés, Caterham, alors concessionnaire et atelier spécialisé dans la réparation des 7, rachète les droits et les outillages du modèle. Ainsi, la Caterham 7 évolue jusqu'à nos jours et reste en production. C'est en mai dernier que la marque a présenté une 7 qui faisait l'objet de pas mal de rumeurs depuis quelques temps. Dotée d'un moteur électrique de 240 chevaux et 250 Nm de couple, la petite 7 garde son apparence originelle. Avec un 0 à 100 en 4 secondes, la voiture est tout à fait apte à faire des sessions sur circuit, exercice apprécié des propriétaires de Caterham. Pour rendre cet usage le plus agréable possible, le petit constructeur a adopté une batterie de 52 kWh, dont il a limité électroniquement la capacité à 40 kWh. Mais pourquoi faire cela, me direz-vous ? Eh bien pour permettre une charge plus rapide après une séance sur circuit. En effet, grâce à cette limitation, la voiture peut supporter des séances de conduite de 20 minutes à vive allure, suivies d'une recharge en 15 minutes, sans détruire rapidement le pack, ni perdre en puissance de charge en raison d'une température trop élevée. On pourrait se dire que ce choix est au détriment du poids, mais ce n'est pas le cas. La 7 EV ne pèse que 70 kg de plus que la 7 485 thermique, et reste sous la barre des 700 kg. Ah, j'en vois dans le fond qui ont sorti leur carte bancaire. Pouvez la ranger pour le moment, car la 7 électrique n'est qu'un modèle de développement et ne débouchera pas sur une auto de série. Du moins pas tout de suite. Mais nul doute qu'elle aura une descendance. Pour l'agenda de la semaine, nous ne parlerons pas d'un événement, mais d'un ouvrage qui vient de sortir et qui est extrêmement intéressant. Et en plus, il est gratuit. Pascal Hureau, président de la Fédération Fauve, m'en avait parlé lors du Bourgogne Electric Day. Et c'est avec bonheur que je peux vous annoncer sa sortie officielle. Ce petit livre des mythes sur la voiture électrique est désormais disponible en suivant le lien que vous trouverez dans la description. Il explique de manière simple et sourcée tous les a priori, vrais ou faux, qui circulent sur la voiture électrique. Il est un outil indispensable dans les discussions de famille ou les échanges qu'on peut avoir face à des personnes mal informées. Factuel et nuancé, cet ouvrage est l'un des plus crédibles et accessibles que je connaisse. Je vous invite donc à le télécharger et à le partager largement. Voilà, cette édition est désormais presque terminée. Presque. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo mercredi, car vous le voyez, j'ai une vilaine crève depuis quelques jours, et ça m'a énormément retardé dans mes travaux. En revanche, pour cette fin de journal, je voulais vous soumettre une idée pour la fin d'année. Sitôt que le nouveau studio sera fini, je vais mettre en place un setup de live, que je compte bien utiliser souvent. Pour 2025, j'aimerais animer plusieurs émissions en direct, ayant pour thème des sujets plus vastes et parfois plus polémiques qui touchent de près ou de loin la mobilité électrique. Pour le live inaugural, le sujet tournera autour de Tesla et d'Elon Musk. Sujet délicat et polarisant, surtout en ce moment, mais intéressant à débattre. Pour cela, je serai en compagnie d'un invité, Christophe Boulemar, aussi connu sous le nom de Nuage Magique. J'espère pouvoir faire ce live courant novembre. La préparation est en cours et vous verrez que ce sera très riche en informations, en avis et en controverses forcément. D'autres sujets sont déjà prévus sur l'IA ou la conduite autonome pour l'année prochaine. Si vous voulez participer à un futur live ou me proposer des sujets de société qui peuvent être intéressants à débattre pour ces émissions, n'hésitez pas à me le suggérer par mail. Merci d'avance. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.